je serai très bref, on passera au sujet. La logique, c'est une étude des règles qui permettent de raisonner correctement, tout simplement, correctement. Et la logique nous permettra de tout résoudre, parce que si c'est une discipline qui a de très forts canons, qui est bien établie, est-ce qu'elle nous aidera de résoudre tous les problèmes? La réponse est non, tout simplement. Il y a beaucoup de logiques, même de très grands philosophes ne sont pas d'accord sur le terme employé au sein de cette discipline. Il y a plusieurs logiques, hein, donc on ne va pas aborder le sujet parce que c'est très compliqué, vraiment très compliqué. La logique de base, elle est très simple, mais la suite, ça se complique très, très fortement. Je vais aborder le sujet de la Terre plate parce que, à travers mon univers, mon aventure avec la Terre plate, je le fais avec plaisir. En 2012, j'ai un ami qui enseigne, c'est un philosophe, un logicien. En 2012, chez lui, je me souviens, à Paris, il me lance une phrase, Waldeck, probablement, la Terre elle est plate. Mais, putain, arrêtez de... Voilà. C'est ridicule ce qu'il dit. Ma seule réponse était, bon, les satellites. Terminé. Le sujet est terminé. Alors, nous n'avons plus parlé de ce sujet-là. En 2016, il y a un ingénieur américain qui s'appelle Brian Boulin a publié une vidéo d'un avion qui essaiera d'atterrir dans le sens pas opposé mais perpendiculaire par rapport au mouvement de la Terre. Et vu que j'ai eu pas mal de mécanique des fluides à l'école, l'étude physique tout simplement, mon questionnement n'était pas géométrique, parce que la Terre plate, c'est un sujet, c'est un débat géométrique. Mais il y a une autre façon d'aborder le sujet, c'est le sujet mécanique. Parce que, comme il y a un mouvement, il y a une accélération dans la physique. Dès que ça tourne, il y a une accélération, tout simplement. Quand vous roulez avec votre voiture, quand votre vitesse elle est constante, c'est pas du tout ça. Vos pneus ont la vitesse zéro, tout simplement. Et la succession de ces cycles qui vous fait rouler. Parce que si le pneu n'avait pas cette vitesse zéro, vous ne pouvez pas avancer, tout simplement. Et cette vitesse zéro, elle est là où votre pneu touche le goudron, tout simplement. Et ça c'est le point de vue mécanique de notre Terre qui tourne est très important. Je vais passer vite au sujet, ensuite on va passer... pour ne pas développer, parce qu'il faut faire beaucoup de calculs, je pense que ceux qui ne sont pas à l'aise avec des chevauchements de force vont avoir beaucoup de mal à comprendre, tout simplement. C'est pour faciliter des choses. Donc je vais simplifier des choses. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le globe qu'on nous a appris à l'école. Nous, tout ça, la forme, ça tourne, etc. Sauf que, il y a un petit problème. Si la Terre tourne à la vitesse constante, ça veut dire que nous avons deux vitesses ici. Hein, deux. Il y a la vitesse angulaire, qui ne change pas. Okay. Il y a des vitesses linéaires, c'est complètement différent. La vitesse linéaire aux deux pôles est zéro. Par contre, à l'équateur, cette vitesse est à 1870-80 km/h. Dans ce cas, nous avons une accélération, c'est une obligation, entre les deux pôles et l'équateur. C'est même la science officielle le dit. Hein. La valeur, c'est 0,034 mètres par seconde au carré, parce que c'est l'accélération, donc c'est en 5 secondes au carré. Donc ça veut dire qu'on nous dit que sur un globe qui tourne, il y a une force centrifuge
qui va provoquer des déplacements de milliards et des milliards de tonnes d'eau vers l'équateur, sans avoir de vagues opposées. Parce que c'était ça ma question. Hein. Moi, je suis devenu platiste à cause de ça. Je regardais le modèle, je me suis dit, attends, où est le résultat de cette accélération? Comment l'eau, Madame Prune expliquait hier, que l'eau est très sensible à toutes sortes de forces, toutes sortes de vibrations. Instantanément, elle va changer sa forme, etc. Et bien, comment ça se passe qu'une telle accélération, qui est très faible, hein, c'est vraiment 0,034 mètres par seconde au carré, c'est très faible, mais c'est constant. Ça veut dire que c'est ici la Lune nous déplace des milliards et des milliards de tonnes d'eau à gauche ou à droite, notre force va propulser de nouveau cette eau vers l'équateur. Et la question est, où est le résultat de cette accélération? On devait avoir des vagues opposées à l'équateur, sauf que nous n'avons pas. Et c'est ça la logique, la question que la logique nous impose. Où est le résultat de la force centrifuge? Elle est où? Nous n'avons aucune possibilité de ne pas avoir, parce qu'ils ont des satellites, s'il y a des avions, il suffit de prendre des photos. Moi, à l'école, je n'ai pas appris ce phénomène. Parfois, nous avons des bateaux de 300-400 mètres en construction. Comment ça se passe qu'on n'était pas appris dans la résistance des matériaux, prendre en compte les deux forces qui s'exercent à l'équateur? Les vagues opposées, on devait avoir. Alors, il y a un terme qui est apparu, c'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Non. L'équilibre hydrostatique, ce n'est pas possible parce que, tout simplement, il n'y a pas de symétrie de milliards et des milliards de tonnes d'eau dans la Terre, à cause de la température, à cause du vent, à cause de la chimie, on nous explique pas de phénomènes. Par contre, l'équilibre hydrostatique pour éradiquer les vagues opposées à l'équateur. Là, personne n'est gêné. La science n'est pas gênée. Donc, pour arrêter avec cette petite démonstration, j'espère que c'était lisible hein, pour tout le monde, pour vous dire, on nous dit qu'il y a une force qui s'exerce, et par contre, il n'y a pas de vagues opposées, l'équilibre hydrostatique est là, et c'est terminé. Et on freine. Voilà. Non, je suis désolé, non. On peut calculer à partir de cette accélération qui s'exerce sur la moitié de cette courbe, et le déplacement de la différence, la hauteur des vagues, elle devait avoir environ entre 16 et 20 km. J'ai jamais vu des vagues même à 100 mètres à l'équateur. Personne n'a jamais vu opposé. Parce que l'accélération s'exerce entre le pôle sud vers l'équateur et le pôle nord vers l'équateur. J'espère que ce point de vue mécanique est assez lisible et il est crucial. J'en ai eu l'occasion d'aborder ce sujet avec beaucoup de physiciens de très très haut niveau en live. Des gens qui ont maîtrisé très très bien le sujet. Et même eux, ils n'ont été pas capables de répondre. D'avancer une formule physique. J'ai eu au téléphone en 2018 un spécialiste du mouvement de la Terre à l'Observatoire de Paris, boulevard Rochereau, 77. Donc j'ai eu en ligne, mais je dis, écoutez, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'avancer une formule? Parce que c'est le langage tout simplement mathématique. Nous n'avons pas de toute façon d'autres possibilités. Mathématiques, c'est un langage universel, et le seul qui est capable de décrire un mouvement. Hein. En tout cas, nous n'avons pas d'autre possibilité de décrire un mouvement, quoi que ce soit, c'est les mathématiques. Il m'a raccroché en nez, quoi. Je vous jure, il m'a raccroché en nez. Je dis, excuse-moi, monsieur, mais je ne comprends pas. Hein, peut-être que je suis débile, très bien, mais la formule... d'où vient cet équilibre hydrostatique? Et cette question-là, vous pouvez aborder à n'importe quel physicien,
pour qu'il vous explique pas à pas pour quelle raison il n'y a pas de vague opposée à l'équateur. Vous pouvez vous vérifier, la vidéo va être en rediff, vous pouvez faire doucement, présenter des vecteurs. Pour terminer le sujet, pour quelle raison on devrait avoir des vagues opposées? Parce qu'il y a des accélérations, à vrai dire. Il y a une accélération due à la force centrifuge, okay? Ça veut dire que l'eau va accélérer des pôles sud et des pôles nord vers l'équateur. Il y a une deuxième accélération due à la gravitation, okay? Parce qu'elle est en 5 carré. Et les deux forces ne se chevauchent pas. Elles ne sont pas alignées. Ça veut dire qu'elles se croisent. Ça veut dire qu'il y a une résultante. Et cette résultante, elle est parfaitement calculable. Vous abordez, vous verrez n'importe quel physicien, quel que soit le niveau. Et moi, en 10 ans de recherche, j'en trouvais aucun qui était capable même d'aborder le sujet. Pourtant, c'est très simple, hein, que des accélérations. Explique-moi mon coco. Ah ben oui, j'avais fait un live sur le sujet. J'étais invité chez des spécialistes d'Interplate. On a eu le plaisir d'avoir un vrai scientifique, un physicien dans la mécanique des fluides. En live, j'abordais le sujet. Il a refusé de calculer en direct. Moi, je dis, faites-moi une formule. Je ne dis pas qu'il était incompétent, hein. Il était très, très compétent. On a navigué avec un vocabulaire très, très précis. Et il ne savait pas comment aborder le sujet. Voilà. Donc, ça, si quelqu'un veut aborder le sujet d'un globe en mouvement du point de vue purement mécanique, vous avez des éléments qui sont très solides, vraiment très solides. C'est peut-être une question... allez-y, allez-y. Mais pour répondre à cette question, on sait que le niveau de la mer est différent d'un point. Donc, une question peut-être naïve, mais on sait que dans certaines zones, le niveau de la mer est plus bas, le niveau de la mer est plus haut. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gradient qui porte plus haut le niveau de la mer au niveau de l'équateur? Est-ce que ça répondrait à ce paradoxe? Oui, ça peut répondre, bien évidemment. Évidemment, ça peut répondre. Alors, la question est comment mesurer ça? Comment mesurer ça? Parce qu'on va revenir en mesure. J'avais fait tout à l'heure, je vous montrais, parce que j'avais fait pas mal de courriers sur le sujet. C'est ce qu'on appelle le niveau zéro. En France, toutes les mesures géodésiques, la toile géodésique, vient à partir de Marseille, de Vieux-Port. Il y a une ligne terminée. Et partout au monde, il y a toujours ce qu'on appelle une pointe de référence. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on fait des mesures. On va y revenir parce que j'aurai des documents, je vais publier des documents que j'ai pu récolter sur le sujet. On va fermer ce sujet-là, qui est très important à aborder. Vous pouvez aborder à n'importe quel ingénieur. Il y a de plus en plus de platistes ingénieurs, c'est à cause de ça. Parce qu'ils savent calculer, tout simplement. Et ça, c'est très important. Comme les mathématiques, la maths, c'est un langage universel. Quelles que soient nos différences sur le sujet, on arrive toujours à se comprendre sur ce sujet-là. Et la physique, mais je suis désolé, mais la physique, derrière la physique, c'est la mathématique. Quelles que soient nos différences, il y a des règles qui sont mêmes pour tous. Hein. Donc, de ce point de vue. Et là, vous pouvez fermer la bouche à n'importe quel scientifique, quel que soit son niveau. Posez la question tout simplement. Il ne s'agit pas de nous mettre en tort, de dire la Terre est bla, ou bulle. Non, tout simplement, par la curiosité, si la personne sera capable de faire des calculs et de vous expliquer d'où vient ce équilibre hydrostatique. Voilà. Bon, je suis devenu platiste à cause de ça. Mais j'ai commencé à piocher dans des archives, parce que vu que j'ai un parcours d'un passionné de la logique, donc la logique nous impose quelques règles. Hein. C'est pas parce que nous avons une idée de quelque chose, c'est que cette idée est valide. Hein. Il y a trois validités de la logique. Hein.
la validité logique, c'est si notre raisonnement est correct, qui peut absolument n'avoir rien à voir avec la réalité. Okay? Je vous donne un exemple. On va imaginer, par exemple, un dragon. On va dire, tous les dragons sont rouges. Okay? Par exemple, Rombi, c'est un dragon. Donc, forcément, dans le raisonnement, il est rouge. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dragon, il n'y a rien du tout. Mais notre raisonnement... Et ça, on inclut dans... C'est très important de le dire. Hein, parce que dans la logique, on peut naviguer dans des divers concepts qui sont très cohérents, mais qui dans la réalité n'existaient pas. Mais attention, nous ne sommes pas dans l'histoire de la Terre plate, de boules, hein, comme vous voulez. Nous sommes dans la réalité. Objectif, c'est notre chère amie Eleonore qui a abordé cette réalité objective, et Madame Prune aussi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la réalité objective, parce que je pense que, je vais revenir, c'est très important, hein, pour quelle raison cette réalité objective, elle existe, elle est bel et bien même pour nous tous, absolument la même pour nous tous. Il n'y a aucune iota de différence. Et je vais revenir. Deuxième validité dans la logique, c'est ce qu'on appelle la validité factuelle. Hein? Si notre prémises sont si correspondant à la réalité. Si par exemple le monsieur, il a dit j'ai un cheval à la maison, pourquoi pas? Du point de vue logique, c'est une vraie phrase. Alors prouve-le. On se déplace chez le monsieur, effectivement, il y a un beau canasson, aucun problème, ça correspond à la réalité, on ne peut pas nier. Hein. Quelles que soient nos différences, voilà, monsieur, un cheval, terminé. Du point de vue logique, c'est vrai. Et dans cette histoire de la Terre plate, c'est la vérification si ce cheval, il est chez le monsieur ou il n'est pas. Et par contre, cette vérification, ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut piocher, aller dans des archives, chercher, se poser des questions, découvrir. Et c'est très chronophage. Comme c'est très chronophage, forcément, on n'a pas trop envie de perdre du temps à cause de la vie quotidienne, à cause d'une belle femme, à cause de plein d'autres choses. Hein. Voilà. Donc cette vérification. Je vais vous présenter maintenant quelques documents, des réponses que j'ai reçues des institutions officielles concernant le sujet du monde qui nous entoure. Voilà, que vous puissiez voir. Vous pouvez prendre des photos. Il y a mon nom, prénom, vous pouvez s'en servir, diffuser à volonté sans aucune crainte que je vous attaquerai pour des conneries. Quoi. Publiquement, j'exprime mon accord. Voilà. Alors. Le dossier. Voilà. On va commencer par l'histoire des observatoires astronomiques. Donc, je me suis dit, très bien, ok, du point de vue mécanique, ça ne marche pas. Mais, pour être honnête, je me suis dit, très bien, mais s'il y a des phénomènes physiques qu'on ne connaît pas, on est bien d'accord. On peut avoir des phénomènes physiques, des forces électrostatiques qui sont très puissantes, etc., beaucoup plus puissants que la gravitation. Donc, on peut avoir une explication que je ne connais pas. Très bien. Alors, on va vérifier dans des archives, dans les bibliothèques, s'il y a des planètes. OK? On va. Très bien. Donc, en 2018, j'ai formulé une demande à... Attendez, je vais vous dire réponse bibliothèque. Voilà. Attendez. Est-ce que vous pouvez lire? Ça, c'est grand? Voilà. J'en avais fait beaucoup de courriers, mais ça, surtout celle-là, était topissime. Donc, non, pardon. Voilà, ça, c'est une autre chose. Oh, non. Ça, on va revenir parce que c'est assez drôle. Quoi. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Réponse à LCI, non, réponse bibliothèque. Oh, ça va être ça. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Oh là 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 là.
côté. Dans ce cas, tout à l'heure, je vais chercher dans ma main. Si. Vous verrez. J'ai mal manipulé. Bon, très bien. Écoutez, tout à l'heure, je vais retrouver cette réponse. En tout cas, mon idée, c'était d'aller dans les observatoires astronomiques partout au monde. Ça m'a pris 6 mois. J'ai vérifié tous les observatoires astronomiques en France, une par une. Et la plupart des observatoires astronomiques au monde, y compris l'Oursie, Pologne, partout. Je me suis dit, l'astrophotographie a commencé vers 1850, l'apparition des appareils photo, des clichés. Donc je me suis dit, très bien, 150 ans d'astrophotographie, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça la question. Je dis, très bien, vous bossez pendant 150 ans, vous mitraillez avec, au début c'était les plaquettes, ensuite l'arrivée des photos argentiques, ensuite c'était VHS, et ensuite numérique. On devait avoir pas des millions, des milliards de clichés à notre disposition. Ne me dites pas que non. Eh bien, très bien. On va voir, on va prendre un observatoire Côte d'Azur. Voilà, regardez, on va voir, voilà, magnifique, voilà, observatoire des Côtes d'Azur. Regardez. Oh, voilà. Plaque photo astronomique, mise à jour 2016. Aucune photo. En construction. Rien. En construction. Ça dure quand même, hein. Faire copier-coller des clichés, faire des dossiers, et tout simplement de les mettre en public. Vous pouvez le rentrer dans n'importe quel observatoire astronomique au monde. Au monde. Il n'y a rien. Rien. Tout a disparu. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, cet astronome français s'appelle Monsieur Emmanuel Pécantal. C'est un astronome français de la branche Laval d'observation que j'ai eu en ligne en 2018. Nous avons parlé c'est ce qu'on appelle le patrimoine d'astrophotographie française. Monsieur Emmanuel Pécantal m'a répondu, il a reçu de l'ordre des ministères de supprimer tout le patrimoine astrophotographie française sans le numériser. Sans le numériser. Il est en Pologne, il est aussi partout. Bah, vous avez tous, vous êtes équipés, bah, regardez ce que n'importe quel observatoire, il n'y a rien. Rien. Photo de la Lune, et puis des trucs, des lumières. Rien. L'astrophotographie a disparu au monde entier, tout simplement. On peut vérifier. Hein. Je vous retrouverai un mail que j'ai reçu de le plus grand observatoire français tout à l'heure. Et vous verrez qu'est-ce que la bibliothèque de l'observatoire, parce que je suis aussi dans la bibliothèque, et quelles réponses j'ai reçues. Voilà, donc ce genre de réponses, l'observatoire, il y a des magnifiques sites, voilà. De temps en temps, vous avez une petite cliquet qui vous renvoie vers des photos de la NASA avec les droits d'auteur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de republier des photos et de se servir pour les critiques, etc. Même les observatoires, je me souviens, c'était en 2018, j'avais fait avec une amie en Havre. J'étais chez elle. Je me souviens, on a mitraillé les observatoires astronomiques au Japon. Même au Japon, quand même, ils savent faire ce sont des champions des appareils. Les appareils les plus perfectionnés aujourd'hui pour voir à la distance, c'est toujours Nikon, hein, P1000, et dégommer tout ce qu'on fait à 100 km, voire plus. Hein. Donc, même les Japonais, ils ne savent pas fabriquer leurs propres photos, ils ont des liens de la NASA. Même en Russie, même dans les observatoires russes, il y a des liens de la NASA. Où est le travail des observatoires de 150 ans de travail sur plusieurs formats? Où est tout ça? Première opération logique, c'est la comparaison. Ça veut dire que on fait une comparaison de la hauteur, des profondeurs, des couleurs, des formes,
tout, on se sert de tout, même sans savoir. La question que je me suis posée, c'est très bien. Ils ne veulent pas qu'on regarde le passé, qu'on superpose des photos du passé avec des étoiles d'aujourd'hui. C'était la seule réponse que j'ai eue. Et je pense que c'était prémédité. Ils se sont aperçus, il y a un groupe de gens qui, voilà, je ne sais pas qui c'est, qui nous ont amputé du passé, ils ont effacé du passé pour qu'on puisse pas se poser des questions. Voilà. Ce qui concerne les observatoires astronomiques, je vous conseille vivement de le vérifier. Vous tapez n'importe quel observatoire et vous verrez qu'il y a photo de la Lune. Voilà, des billets d'entrée, des visites, toutes sortes de conneries. Mais attends, qu'est-ce que tu as fait, mon coco, pendant 150 ans? Où est le résultat de votre travail? Ils nous disent que j'en avais croisé quelques spécimens. Ils me disent oui, parce que nous, on utilise la technologie moderne. Le net obsolète, c'est terminé. Ben, je dis oui, très bien, mais ça fait partie. Pardon? Allez-y, allez-y. J'étais récemment à la Palma de Vera, l'objet de Los Muchachos, c'est à 2500 mètres. Je ne sais pas si là aussi, parce qu'il y a plusieurs observatoires, c'est un verre qui est de la température, c'est l'altitude, je ne sais pas si vous voyez où c'est. Je pense que vous êtes aussi passé par là, si vous avez fait pour le monde des observatoires. Qui eux, en fait, ils ont un concours photo annuel, des nouvelles photos astronomiques de l'année, quoi. Ouais. Et elles sont publiées. Donc je ne sais pas si elles sont en France ou alors si. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ça ou pas, je me disais, mais si on trouve une photo, pourquoi eux, ils publient voilà, est-ce que c'est des photos amateurs alors, je vous réponds tout de suite. Alors, moi, je parle de photos du passé. Parce que comment, par exemple, voulez-vous comprendre l'évolution du ciel si vous n'avez pas de photos des années 1870 superposées? C'est ça. Moi, j'ai eu au téléphone le plus grand archiviste photo qui venait de Toulouse au téléphone. Hein. Il m'a dit, écoutez, donnez-moi des photos des années 70, 50, avant la Seconde Guerre mondiale, etc. Par exemple, de Vénus. J'aimerais bien voir l'évolution. Non, là-bas. Alors, peut-être des photos sont là, mais ils ont été numérisées. Et monsieur Emmanuel Pécontal, vous tapez s'il vous plaît le nom, enregistrez bien, vous verrez que c'est lui qui m'a informé personnellement sur la disparition des archives. Sur la disparition des archives, on va revenir tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas uniquement que des observatoires astronomiques, les archives assez importantes qui ont disparu. C'est IGN aussi. Hein. Il efface en ce moment IGN à Saint-Pondé. Hein. J'ai eu personnellement le courrier, je vais vous montrer. Alors, pour quelle raison j'arrive pour ne pas trop mettre de désordre? Il y a un globiste, il y a quelques années, m'a envoyé une photo des montagnes de loin. Et vous savez que quand on maîtrise un simple calcul trigonométrique, on peut voir tout de suite si les hauts des montagnes correspondent à la courbure ou pas. Et on a consommé ce calcul-là, il avait raison, ça ne correspondait pas du tout à la Terre plate, du tout. Donc je me suis dit, bon, ok. Mais le problème, c'est que ça ne correspondait même pas à la Terre ronde. Donc j'étais très confus. La réfraction atmosphérique, on va en parler tout à l'heure, n'explique rien du tout. Donc je me suis dit, en tant que logicien, je me suis posé la question, très bien, mais le logicien vérifie absolument tout. La logique ne s'occupe pas de la véracité des prédicats, on s'en fout hein, dans la logique. En boudant ça, ok, hein, tout ce que vous voulez, et vous aurez un résultat comme ça. Ça, c'est la logique. Vous mettez ce que vous voulez, on fait les calculs de ça, et vous avez un résultat final. Je me suis dit, très très bien, quand je vais construire mon raisonnement concernant, je vais regarder si la hauteur, par exemple, du Mont Blanc, qui était sur la photo, d'où il vient.
Donc j'ai adressé mon courrier, c'est ce qu'on appelle les feuilles de calcul. J'ai voulu savoir comment des arpenteurs, des officiers français qui mesuraient la hauteur des montagnes, comment ils ont calculé, quelle formule mathématique ils ont utilisée pour calculer la hauteur des montagnes. Je vais vous montrer le courrier tout à l'heure. 2 documents officiels que j'ai reçus. Dans la recherche de documents que je demandais, était impliqué M. Guettaka, le premier archiviste de IGN Saint-Monté à Paris, et le responsable documentaliste, M. de la Chiesa, plus des retraités. Ils ont fait un travail formidable, et si on voit cette vidéo, même s'ils ne sont pas platistes, merci beaucoup pour se donner tant du mal à retrouver des documents. Encore une fois, l'objet de ma recherche, c'était de voir des feuilles de calcul et des formules mathématiques utilisées par des gens du XVIIIe et du XIXe siècle, là où les satellites ou la technologie moderne étaient inexistantes. Très bien. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai reçu comme document? Voilà. Bon. Regardez. Ça, c'est le document officiel que j'ai reçu concernant la hauteur des montagnes. Je demandais les feuilles de calcul. C'est-à-dire que quelqu'un a écrit ça à la main, et c'est ça la vérité. Ça, c'est le document officiel de l'hygiène. Oui. En 2003, c'est ça. Mais d'où ça vient? Si, attendez, accrochez-vous. Ça, c'est la réalité. Et prochaine. Historique. Voilà. Là, vous avez quelqu'un qui a écrit à la main, même pas date, 1908, juin. Et ça, c'est le nom des documents. Voilà, un rapport du colonel. Sur quelle base quelqu'un a écrit ce genre de choses? Voilà. Là, c'est hygiène. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier vous-même, vous pouvez formuler votre demande. Hygiène sans demander, c'est pas interdit, c'est même conseillé. Histoire d'altitude, et ça c'est la meilleure. Regardez. Là, on voit que c'était écrit par la même personne. Excusez-moi. Que c'était écrit par la même personne. Et ce qu'on peut lire en bas ici, c'est que moi, j'ai demandé dans ma demande, c'était les feuilles de calcul, avec pour savoir quelles sont les formules mathématiques, qui a fait ça, quand, avec quelle méthode, les feuilles de calcul, ça c'est précis, c'est complexe. Hein? Et bien, figurez-vous qu'il n'y a rien. Rien. Pas uniquement ça. Ils disent que la hauteur du Mont Blanc, était faite à partir du lac de Genève. Pas à partir du point zéro à Marseille. Et c'est que les 3 documents que j'ai reçus de la part de IGN concernant la hauteur du Mont Blanc. Vérifiez vous-même. Et je vous demande, je sais pas, on m'a pas envoyé d'autres. Là, je l'ai au téléphone, M. de la Chiesa. Et là, ça va être le plus constant, ça va être cette information. Mais le M. de la Chiesa a reçu l'ordre de supprimer 7 km des archives à IGN, 7 km, sans avoir aucune aide de la numérisation. Si, ça veut dire qu'ils vont... Peut-être c'est déjà fait parce que j'ai reçu aucune réponse par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec des archives d'IGN? C'est super important. Hein. En France, nous avons 2 archives concernant géodésie. Il y a un qui est militaire, qui se trouve à Vincennes, complètement inaccessible. Même pour des spécialistes, parce que j'ai voulu retrouver quelconque document, formule mathématique, c'est ça ce qui m'a intéressé.
Donc, les archives IGN militaires à Vincennes, inaccessibles, il faut oublier, même pour des professionnels de très très haut niveau et d'une importance dite aucune demande. Hein. Le directeur d'IGN, c'est de la Chessa qui m'a confirmé ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison il efface du passé? Et probablement, aujourd'hui, 7 km d'archives, ils n'ont été pas numérisés. Et il n'existait plus. Si vous voulez vous retrouver des traces des gens qui ont fait des calculs, qui ont cartographié, hein, et qui ont participé sur l'écriture géographique, géodésique de la France, probablement aujourd'hui ça n'existait plus. Mais c'est de la Chessa, des IGN, mais... La destruction des images des planètes, enfin de... Attends le micro. Et la destruction... c'est détruit, c'est fini. C'est détruit. Merci beaucoup. C'est intervenu quand en date à peu près? C'est à peu près au même moment? Moi, j'ai eu la conversation avec monsieur Emmanuel Pécontal en 2018. Et je pense que c'était début de l'année 2000. Moi, j'ai voulu retrouver le courrier d'un responsable du ministère qui était responsable. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Une telle décision, il faut une signature. Ça ne marche pas comme ça, qu'on supprime des archives. Un patrimoine de 150 ans. Et l'argument principal, c'était qu'il n'y a pas de place de stockage. Non, mais attendez, c'est foutaise la gueule. Non, mais c'est un truc de faux, hein. Voilà, c'est HP. Et la numérisation. Alors, j'ai travaillé avec, c'était un jeune ami qui a numérisé toutes sortes de photos. C'est pas si cher que ça. Ça prend du temps, hein. Mais vraiment, en définition, ça prend du temps parce que certains clichés, on est obligé de tourner, il y a un laser qui les scanne, etc. Il y a un scanner, et ensuite, ça va dans un serveur, etc. Allez-y. Moi, j'ai un peu du mal à croire qu'un véritable scientifique ait pu détruire tout ça. À mon avis, ils ont gardé quelque chose quelque part, sans le dire bien sûr. C'est pas possible. Quand on est un scientifique, un vrai scientifique, qu'on a des découvertes pareilles, qu'on voit des choses, moi, je me vois pas détruire un travail de 150, de 200 ans. Si j'étais scientifique, je me verrais pas faire ça. Oui, mais ça c'est... Comment vous représentez la Terre plate, s'il vous plaît? Alors, voilà, on va venir, hein, parce que j'ai abordé des sujets du point de vue mécanique, des archives hein, qui disparaissent. J'ai retrouvé un mail de l'Observatoire de Paris, parce que ça, c'est la meilleure. Hein. Ma question que j'ai formulée à l'Observatoire de Paris était où je peux trouver des images faites par des astronomes français. Hein. Et il faut savoir que la France a disposé, à l'époque, des plus grands, des plus puissants, des plus perfectionnés outils de l'Observatoire du ciel. Et il y en a un qui est détruit, il y a juste la lentille, elle a 1 mètre de diamètre, j'ai oublié comment ça s'appelle. Et le deuxième, c'est un grand coudé, hein, qui est aujourd'hui dans un état déplorable, qui se trouve à Paris, l'Observatoire de Paris, dans un bâtiment en ruine. Et les deux pionniers de l'astronomie française, écoutez, j'ai oublié leur nom. Non, je le retrouverai. En tout cas, avec grande côté, ils ont mitraillé le ciel pendant des années. Il y avait des dizaines de milliers de plaquettes qui sont aujourd'hui inexistantes. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Vous tapez... Moi, j'ai retrouvé avec une amie en 2018, je me souviens, Gallica. Chez Gallica, j'ai retrouvé quelques photos faites de la Lune par les deux pionniers de l'astronomie avec grand coudé. Pardon? Oui, Puiseux, voilà, Lobby et Puiseux. Il y en a, voilà, exactement. Il y en a un qui est devenu le directeur de l'Observatoire rapide. Bien. J'ai des clichés de plus. Oui, très bien. Oh, ouais. Mais ils ont fait des dizaines de milliers. Non, mais moi, le petit-fils a pris des photos. Ouais. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'histoire c'est bizarre que aujourd'hui, où la numérisation ne coûte pas si cher que ça, vraiment, toutes sortes de documents, aujourd'hui, il y a des machines qui font toutes seules la numérisation. Ça pose aucun problème, hein. Ça vaut
et on supprime la mémoire des centaines de millions de gens, parce qu'il faut penser à ceux qui sont décédés. Et leur travail, par contre, je ne sais pas si vous avez vu des archives des entreprises, hein, tout ce qui est papier, etc., c'est gigantesque. Hein. Là, ils ont... Parce que sinon... je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai ma propre idée pour quelle raison ça se passe, mais... On a tous la même idée, hein. C'est qu'ils ont quelque chose à cacher. Allez-y. Je pense que c'est simplement parce qu'ils ont quelque chose à cacher et que le reste du monde ne doit pas connaître. Donc c'est comme d'habitude, hein. Dès qu'on ne parle pas d'une chose ou qu'on détruit des dossiers, c'est qu'on a des problèmes à diffuser la réalité. C'est tout. Bah, je ne sais pas s'ils réfutent la réalité, peut-être qu'ils la connaissent mieux que nous, et tout simplement, il est très gênant pour eux de nous la présenter telle qu'elle est. Hein. Donc moi, je suis pas psychologue, hein, j'ai une formation, une petite formation des psy, mais c'était juste pour moi, pour ne pas devenir fou. Mais comment vous dire, la motivation des autres, de ces actions, je ne connais pas. Hein, je ne peux pas répondre à cette question-là. Hein. Peut-être c'est des psychopathes, je ne sais pas, je n'ai aucune idée hein, de comment on peut détruire quelque chose qui a été fait et qui peut nous servir pendant toute notre vie. Hein. Ça ne tient pas debout, hein, cette histoire. Et pourtant, vous pouvez la vérifier vous-même en écrivant à n'importe quel observatoire astronomique en France ou IGN à Saint-Mandé, que je vous encourage chaudement de le faire. Bon, écoutez, ça, nous avons réglé. Les archives, tout à l'heure, on va faire. On passera à d'autres choses avec des images qu'ils nous proposent. Voilà. Parce que ça, c'est intéressant. Hein. Voilà, ça c'est bon. Alors, regardez, nous avons une image. Passage, ça vient de la NASA. Regardez. 2012, passage de Vénus sur le Soleil. Okay? De loin, bien évidemment, il n'y en a pas de différence, ça ne choque pas. Attendez, je vous dirai exactement. La distance, voilà. Vénus, 12 000 km de diamètre, et la distance du Soleil, c'est 100 millions de kilomètres. Donc normalement, c'est loin. Regardez ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Regardez, cette partie-là est plus foncée, cette partie-là est plus claire. Je ne sais pas si c'est visible. Comment c'est possible qu'une planète tellurique, tout simplement, de 12 000 km, peut comment vous dire, devenir, pas transparente, mais les rayons du soleil puissent traverser. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de possibilité. Et ce genre des images, la NASA nous sert. Et pour quelle raison le faire? S'ils ont des outils, c'est perfectionné, c'est ce qu'ils prétendent de nous dire. Pour quelle raison faire une fabrication numérique de cette merde? Hein? Je suis désolé de l'expression, c'est une grosse merde. Hein? Et on nous dit que c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. C'est leur réalité qu'ils essayent de nous imposer. Moi, je ne marche pas dans la combine, je suis désolé. Hein. Pour quelle raison tricher, si on peut être honnête? De façon très facile. Hein. Il n'y a aucune raison de faire. Mais aucune. Hein? Aucune. De fabriquer ce genre de images. La NASA est spécialisée. Attendez, parler quand même. oui. Attendez d'avoir le micro aussi pour vous exprimer. Oui, non, mais ça, tout le monde peut vérifier. Vous tapez traverser Vénus 2012. Il y a des images qui sont encore beaucoup plus perfectes. J'en ai d'autres, hein, mais le but n'est pas de présenter tout le mensonge dès la NASA. Oh, voilà, j'ai ces vidéos, j'ai fait copier-coller. Voilà, il nous traverse magnifiquement bien. Voilà, c'est en rouge. Waouh, vous voyez. Une débilité pareille qui nous présente. On dit, ben, ça c'est la vérité. Attendez, on va s'arrêter. Hop, voilà, exactement. On peut voir très très bien à travers 12 000 km, voilà, on va à travers le soleil. Ça, voilà.
Où sont les scientifiques? Où sont des gens qui ont l'analyse de l'image? Où est la critique de cette image-là? Elle devait être là. C'est pas moi. J'ai ma vie. Nous, les platistes, nous avons notre vie. On veut retourner tranquillement faire notre vie. Et pas analyser chaque millimètre des mouvements de la NASA. Et puis démentir le mensonge, et puis participer vers l'infinité sur Facebook, YouTube, avec des débats avec les globistes, hein, qui n'ont pas fait ce genre de travail. Bon. Donc les altitudes, c'est fait. Réponse de la bibliothèque. Ah oui, LCI. Voilà, nous sommes à LCI. Donc, ça veut dire que j'ai passé de la vérification des observatoires astronomiques. C'est un très, très grand travail que je n'avais fait pas pour me valoriser, mais j'ai voulu savoir s'il y a quelques pays qui sont impliqués, ou peut-être tout le monde. Même en Pologne, même en Russie, en Chine, partout. Partout. Donc, c'est bel et bien mondial. Je commençais ensuite, comme l'histoire des observatoires commençait à être assez bien, ça s'est commencé à assez bien éclaircir dans ma tête, je me suis dit, tiens, on essaiera de vérifier de façon physique. Ça veut dire, vérification, ça peut se faire comment? Par l'exploration physique, c'est la seule possibilité. Pour rentrer chez monsieur et pour voir s'il y a un cheval chez lui ou pas, il faut que j'aille chez lui. Nous n'avons pas d'autre possibilité. Il faut qu'on aille chez lui voir, vérifier par nous-mêmes. Donc, j'ai demandé en 2012, je trouvais quelqu'un qui a de l'argent. Voilà. Là, j'ai écrit ces mails, vous pouvez lire, à la société qui s'appelle LCI, qui se trouve au Cap Sud. Voilà, vous avez le mail. C'est en septembre 2018. J'ai demandé de louer un Antonov avec un groupe de scientifiques de survoler l'Antarctique et de faire des mesures des champs gravitationnels. Tout simplement. Tout simplement, je me suis dit, très bien, on va louer un truc en Cap de Sud, c'est 30 000 km l'Antarctique, on va la survoler avec un, et puis c'est tout. Et voilà, j'avais quelques échanges de quelques mails. Ils m'ont même pas demandé mon statut scientifique. Aucun document officiel. Aucune vérification. J'avais une société de recherche, mais j'ai fait faillite, je n'ai rien fait avec. Mais je n'avais pas un statut international de scientifique confirmé. Je n'étais pas dans quelconque registre. Donc, je n'avais pas cette, comment dire, notoriété, et surtout, je n'étais pas lié avec, il n'y a aucun lien avec ce monde de la science universitaire. Alors, là, Messier Alberto Tramontano, qui me répond, les affaires, ce sont les affaires, comme vous le dites, et nous ne pouvons donc pas mettre en péril notre réputation bâtie. C'est-à-dire qu'un scientifique indépendant, comment je peux faire atteinte sur leur réputation? Je paye, je survole, j'atterris, je prends mes clichés, je me barre. Où est le problème? Et lui, il est content parce qu'ils ont de fric. Et voilà. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui louent un Antonov à Cap Sud pour mitrailler, pour faire des mesures. Alors, les affaires, soutien de organisation, traité de l'Antarctique, protocole, libre. Votre approche, être hors dehors des lignes de notre façon de faire des affaires. Par conséquent, nous devons décliner votre amable demande des soutiens logistiques sur le continent antarctique. Terminé. C'est réglé. Voilà. Ça, c'est bon. Aucune vérification. C'est-à-dire, à d'office, on m'a refusé de prendre un avion et survoler l'Antarctique. À d'office. Si vous l'aviez fait, qu'est-ce qui se serait passé? Pardon? Si vous l'aviez fait survoler l'Antarctique. Excusez-moi. S'il vous plaît, attendez d'avoir le micro pour la vidéo, s'il vous plaît. Je m'excuse. Merci pour votre conférence, mais si vous aviez survolé l'Antarctique, quelles auraient été les conséquences? Moi, non, je n'ai pas survolé. J'ai voulu. Ouais. Mais si vous l'aviez fait, par exemple? Oui, dans ce cas, oui, c'est une preuve. L'exploration physique, c'est une preuve, c'est la vérification de nos affirmations. Hein.
L'affirmation, ça ne vaut rien du tout. Hein. Mais la vérification, oh oui, exactement, j'aimerais bien faire. Hein. J'en rêve de faire. J'espère un jour que j'aurai l'occasion de le faire. J'espère. Ça, c'est mon souhait tout profond. Parce que là, selon moi, je me sens comme un esclave. On ne peut pas creuser dans la terre. On ne peut pas avoir un programme spatial privé. On ne peut pas se déplacer en dehors. Voilà. Il y a le traité d'Antarctique, 165e parallèle est interdit. Alors, c'est de l'esclavage. Mais l'esclavage sur un périmètre assez conséquent. Voilà, c'est tout. Je pense que mais je souhaite, j'aimerais bien. Mais on ne me permet pas. J'étais en contact avec, il s'appelle Bartosz Selmer. Bartosz Selmer, en 2018, c'était le responsable de la base antarctique polonaise qui s'appelle Arctowski. Ma question que je lui posais, s'il possède une carte de l'Antarctique. Il m'a répondu que non. Je sais la réponse. Je n'ai pas de carte en Antarctique. Je n'en ai pas. J'ai formulé la même question à IGN en Pologne, en Angleterre, parce qu'ils sont très forts en cartographie. Les Anglais, ils sont non plus. Et j'ai formulé la question à IGN, à Saint-Mandé, que je la réponse concernant la cartographie de l'Antarctique. Ça veut dire que il y avait une platiste qui a décédé il y a quelques années. C'était une Polonaise, cartographe professionnelle. Donc elle m'a expliqué comment on fait les cartes. En fait, il y a 2 avions à des hauteurs différentes qui font des photos du sol. Et ensuite, on superpose des photos et on envoie quelqu'un sur place pour faire des retouches, ajouter des bâtiments qui ont été visibles, etc., etc. Donc, je me suis dit, si l'Antarctique était cartographiée de cette façon-là, et il y aura des clichés quelque part introuvables, nulle part ne possède des clichés de l'Antarctique. Je me suis dit, sur quelle base vous avez cartographié ce continent? Je ne peux pas vous dire où j'ai trouvé des documents, des statuts juridiques en 1947. Toute l'étude sur 28 pages concernant l'étude juridique et statut juridique de l'Antarctique. Je ne peux pas vous dire parce que si ça va partir, ils vont effacer. Hein. Mais en privé, je peux vous dire où vous pouvez trouver téléchargé en entièrement, c'est un document. Hein. Et déjà, là, il y a description d'Amiral Byrd, à l'époque, qui a mitraillé l'Antarctique. Déjà, ce document stipule qu'il y avait comment vous dire, il y avait une exploration privée financée par les Américains. Pendant la 50 guerre mondiale. Ça, c'est trop bien. J'ai un ami qui est historien, il est prof d'histoire, prof agré. Il m'a donné des journaux de 1906, 7, 11 français, hein, où j'ai trouvé des informations, parce que les journaux concernant la géographie, j'ai trouvé l'information où la France, je pense que c'était Danemark, l'Allemagne, ou je sais pas, un pays des Scandinaves, ils ont signé, pour le Sud, c'est 1911, je pense, ils ont signé un accord d'arrêter l'exploration en Antarctique. Hein. Ça, j'ai chez moi ce journal d'origine. Qu'est-ce qui se passe en Antarctique? On essaye de nous tout simplement ne pas dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rendre ces lieux inaccessibles. Moi, je connais personne. Hein. Il y avait un pilote platiste, très très grande famille des pilotes français. Son frère était plusieurs fois champion du monde d'aviation de voltige. Et lui se proposait un jour, on va louer un Gulfstream qui peut faire 13 000 km et puis on passera sur l'Antarctique. Il y a des restrictions juridiques, on ne peut pas le faire tout simplement. L'espace aérien est géré par des sociétés, dans cette région-là, et sociétés par les Australiens, et vous ne pouvez pas dévier sous la peine de perdre sa licence, vous ne pouvez pas dévier votre trajectoire. C'est terminé. C'est comme une autoroute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'écoute de ce genre de divagation. En tout cas, mon travail, c'est de vous montrer ce que vous pouvez vérifier vous-même concernant les archives et l'accessibilité de l'information. Je n'essaie pas de vous vendre la terre plate ou de
de faire la pub. Je m'en fous complètement si on vit sur une pomme de terre ou sur une banane. Hein, la question n'est pas là, mais quand même, il y a des institutions officielles. Voilà. Ça, à LCI, ils ont changé le nom. C'est le seul au monde. Il y en a pas. Il y a un seul. Il n'y a pas de concurrent. Wow. Comment ça se passe? Il n'y a pas un autre prestataire? Il y a un seul taxi à Paris? Non mais attendez, je rêve. Et qui vous dit tout simplement, il ne vous vérifie même pas. Non, non, toi tu peux rentrer, bah toi non. J'hallucine, quoi. Non, ça se fait pas comme ça. Ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est assez clair. Les archives, vous pouvez consulter vous-même. Assemblée photographique. IGN à Saint-Mandé, vous pouvez faire vous-même. La question aborder le sujet du point de vue mécanique sur le globe, de la mécanique des fluides, vous pouvez faire vous-même consulter, ça vaut 40 € une heure avec un physicien. Vous verrez que vous ne trouverez aucun. Moi, ça fait 10 ans que je cherche un physicien capable de m'expliquer cet équilibre hydrostatique. Il n'y en a pas. Pourtant, je l'avais cherché. Et il n'y en a pas. Alors, comment maintenant, on va passer par des choses très sérieuses. Comment, parce que c'est un débat géométrique, hein, rond ou plat. Comment trancher entre les deux? Parce que c'est ça la question qui se pose. Comment est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut le mesurer? Évidemment que oui. Comment s'appelle cette mesure-là? S'il vous plaît, mémorisez, notez. Ça s'appelle la mesure trigonométrique synchronée. La mesure trigonométrique synchronée. Notez, notez, monsieur, notez. Je vais l'expliquer de quoi s'agit-il. En fait, la science officielle nous dit que les rayons du soleil sont parallèles. Est-ce que sommes-nous d'accord? Cause la distance, okay, 153 millions de kilomètres, tous les rayons sont presque parallèles. Vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle la simulation sur n'importe quel GeoGebra, moi j'utilise, c'est excellent, sur AutoCAD, sur d'autres, aujourd'hui on a plein de logiciels. Partons de cette certitude que les rayons du soleil sont parallèles. Okay. Ça veut dire que notre hypoténuse obtenue grâce à des gnomons installés quelque part sur la Terre va être différente sur le globe et sur la Terre plate. Nous sommes bien d'accord. Il n'y a aucune possibilité d'interpréter cette mesure-là. C'est une mesure... Excuse-moi, Waldeck. Tu peux répéter le mot gnomon que peut-être tout le monde ne connaît pas? Quel mot? Gnomon. Gnomon. Ah, gnomon, c'est un bâton, excusez-moi. Gnomon, c'est un bâton qui est perpendiculaire par rapport au sol, bien au niveau, je parle de niveau au sol, et tout simplement qui sert à capter, comment vous dire, à mesurer l'ombre due à l'éclairage. Okay? Voilà. Donc, en plan de gnomon, on regarde, on mesure la longueur de l'ombre, et grâce à un simple calcul trigonométrique, on peut déterminer l'angle de la source de la lumière. Vous pouvez faire vous-même. Donc voilà. Donc si on plante notre gnomon quelque part sur le globe, 2, 3, si on va déterminer le point commun, on peut déterminer grâce à la boussole. Ça veut dire que, par exemple, une personne à Paris, deuxième personne à Moscou, troisième personne, par exemple, en Afrique. Si tout le monde va, avec leur boussole, pointer le nord magnétique, à partir de ce moment-là, on pourra jouer avec la trigonométrie de façon très rapide. Et en même temps, toutes les 3 personnes vont mesurer la longueur de l'ombre du gnomon pour déterminer la direction des rayons qui éclairent le gnomon. Et comme ça, le rêve du globe s'arrête net.
Nous avons fait cette expérience avec, en 2017, ça s'appelle l'opération Solstice, avec plusieurs lobbies, on était une quinzaine. Et malheureusement pour le globe, l'expérience démontre que le Soleil est local, indéniablement local, et pas du tout éloigné, à 153 millions de kilomètres. Cette expérience, cette mesure-là démontre que les rayons du Soleil ne sont pas parallèles. C'est une expérience empirique. Hein. Toute spéculation concernant la fiabilité n'a aucun sens. Tout le monde peut le faire d'ailleurs. Vous pouvez le faire. Pour écarter. Est-ce que tu peux expliquer en quoi le fait que ce soit parallèle ou pas parallèle, ça démontre que le Soleil est éloigné ou alors local et plus petit? Oui, exactement. Si une source lumineuse est éloignée, ses rayons deviennent parallèles. Plus on s'éloigne, plus les rayons vont être parallèles. Plus la source lumineuse, je parle d'Aiglemont, plus la source lumineuse s'approche d'un Aiglemont, plus l'éclairage d'Aiglemont va être différent. Et cette expérience-là est très facile. Vous pouvez, c'est ce qu'on appelle l'expérience d'Ératosthène. Hein. C'est la seule preuve dite de la science officielle. Hein. L'expérience, non, c'est faux, absolument. Comment, il y a 10 000 ans, notre cher Ératosthène pouvait de façon synchronée mesurer à Syène et Alexandrie la longueur du gnomon. C'est 10 000 kilomètres. C'était une absurdité totale. Absolument, c'est impossible. Et en ouvrant ça à l'université, c'est absolument impossible. Comment synchroniser la longueur de mesures en même moment il y a 10 000 ans? Il n'y a pas eu l'Internet, d'après mes connaissances, pas de walkie-talkie non plus. À 10 000 kilomètres, c'est pas fastoche communiquer à l'époque. Bon, je sais pas comment ils ont fait. En tout cas, c'est complètement débile de nous présenter ça comme quelque chose de faire. Par contre, aujourd'hui, l'avantage c'est que instantanément, on peut communiquer sur WhatsApp. C'est l'expérience. Et d'ailleurs, cette expérience, l'opération Solstice, 22, c'est lundi qu'on va mesurer. J'ai des amis en monde entier. J'ai un point d'observation que je finance de ma poche à Madagascar, à Tamasina. J'ai un ami polonais qui va faire la mesure à Varsovie, et moi je vais le faire. Demain, je ne sais pas où je serai encore, mais à midi, si je serai ici, je vais faire la mesure demain ici. Si quelqu'un veut se rejoindre, si quelqu'un voudra participer, à midi, j'aimerais bien faire avec lui pour lui présenter, pour lui apprendre comment faire. Il faut une bonne boussole, un petit gnomon, 1 mètre et un niveau. Hein. Non, c'est accessible pour tout. Et tout débat, terre plate, terre ronde, s'arrête après cette expérience-là, tout simplement. Voilà. Je pense que je me suis exprimé assez clairement pour tous ceux qui veulent trancher. Pour quelle raison j'installe un projet mondial, et j'ai reçu un peu d'argent pour ça. Je vais installer à travers la Terre plusieurs gnomons qui vont être photographiés synchronément, aux airs pleins. On aura 6, je pense que j'aurai assez d'argent pour installer 6. Grâce à ça, je pourrais comprendre la dynamique de la Lune et du Soleil. Hein. Ça, c'est très important. La Lune aussi, il y a des problèmes. Et c'est surtout avoir une base documentaire absolument impossible à nier, parce que c'était ça le but. Comment construire un système de mesures impossible à nier, quelles que soient nos différences. Hein. Et la trigonométrie, c'est un outil qui marche toujours. Et la logique nous impose d'utiliser, de mesurer avec un outil qui marche, de quelque chose qui ne marche pas, parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Et ça veut dire qu'on prend toujours un outil qui est parfaitement fiable, des points de vue mathématiques, mécaniques, qui ne se casse pas, pour écarter toutes sortes d'horaires de mesures. Voilà. Est-ce que c'était
vu que je ne suis pas français et que je commets des fautes de grammaire, est-ce que c'était compréhensible pour tout le monde? Est-ce que vous avez des éléments que je donne, des vérifications? Tout ça, c'est parfaitement vérifiable. Hein. J'en ai plein. Je peux en parler pendant 3 semaines ici. Je pense que même encore plus. Mais le but, c'était de vous apporter des adresses que vous pouvez... Je vous encourage de le faire, tout simplement. Vous savez, la connaissance, c'est quelque chose qu'il faut la chercher par soi-même. Hein. Madame, je ne ferai pas des courriers à votre place. Vraiment, hein, je ne le ferai pas. Si voulez-vous savoir votre réponse, il faut pas leur écrire. Parce que moi, je peux falsifier ça. Hein. Peut-être que j'ai falsifié, peut-être que je suis inventaire. Hein. Je pourrais être. Hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Je pourrais raconter n'importe quoi. Pourquoi pas. Mais par contre, si vous avez votre vérification à vous, ça va changer un petit peu. Voilà. Donc, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Allez-y, monsieur. Sans rentrer dans le débat, parce qu'on a pour un moment, je me demande des fois personnellement si cette disparition d'archives, c'est pas aussi un moyen de nous faire perdre du temps en conjecture entre partisans et opposants, pour quelque part faire une diversion pour ne pas dissimuler certains sujets importants, et puis faire qu'on s'étrille, vu que les preuves disparaissent, puis qu'on n'arrive de toute façon pas à se mettre d'accord. Après, on peut faire des vérifications par nous-mêmes, mais je me demande si c'est pas un moyen de noyer le poisson, et puis une espèce de divertissement par diversion, pour nous occulter certaines autres choses, peut-être pas plus importantes, mais aussi importantes, et semer la confusion, en fait. Un moyen de semer la confusion uniquement. Oui, c'est possible. Ça, c'est une technique de secret service, hein, toujours. Ils ont été très forts. Social. Oui, mais ça on spécule. Pourquoi pas? Vous savez que le choix raisonnable de la logique consiste à quoi? Le choix raisonnable de la logique consiste à regarder toutes les alternatives possibles. Hein. Voilà. Pourquoi? C'est très... On peut bien essayer votre alternative, pourquoi pas, mais je ne peux pas vérifier toutes les alternatives parce que sinon je deviendrais fou. C'est pas possible pour moi, mais pourquoi pas? Ce que vous dites est troublant, c'est vrai qu'il y a des questions sans réponse. Oui, qu'il y a une volonté tout simplement d'installer un trouble pour opposer des gens finalement sans qu'ils puissent trouver une solution. La CIA appelait ça Alice au pays des merveilles, c'est entretenir une sorte de confusion. Enfin, il y a plein d'autres concepts et opérations, mais c'est de l'ingénierie sociale. En fait. Exactement. Alors, j'aimerais bien aussi parler de la Terre plate. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que c'est pas honnête, je pense que particulièrement pas honnête, de présenter des choses qui ne marchent pas sur le globe, et de ne pas en parler des choses tout simplement qui ne marchent pas sur la Terre plate. Et je pense que ça, il faut le dire. Alors, non, je suis désolé, mais sur la Terre plate, l'éclairage et le mouvement du Soleil, selon moi, selon mes mesures, ne marche pas non plus. Tout simplement, de point de vue géométrique, ne marche pas. Je suis en grand désaccord avec mes amis platistes, et malheureusement, mes conclusions, issues uniquement des mesures, ne marchent pas. Alors, pour quelle raison ça ne marche pas? C'est pas parce que quelque chose ne marche pas du point de vue trigonométrique, hein, que c'est vrai ou faux. Peut-être il y a des phénomènes tout simplement que je ne comprends pas. Et ça, c'est la logique multivalente, hein, tout simplement. Hein, voilà. Je suspends, je ne sais pas. C'est incertain. Je prendrai du temps à réfléchir. Je n'ai pas assez d'éléments de cette vieille logique, vrai, faux, voilà. Non, 14, j'ai raison. Non, aujourd'hui, je cherche. C'est ma question avec des amis. Nous sommes un petit groupe de gens ultra sérieux, avec de plus en plus de moyens. Et quand on se pose la question, tout simplement qu'on collecte des données dures, ça veut dire des mesures issues du terrain. Et ça, c'est très sérieux, parce que nous, les platistes, c'est ce que nous manque cruellement, c'est ce qu'on appelle des données dures, des mesures issues du terrain.
pour comprendre la dynamique. C'est pas évident, hein, mais il faut pas croire que bon, ça y est, la Terre plane. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je pense que la réalité des choses, ça c'est juste, je n'aime pas faire ça parce que c'est ce que j'en pense, on s'en fout. Hein. C'est ce que je peux prouver. Oui, ça c'est pour tout le monde. C'est très important. Hein. Je pense que c'est ça. Terre pure prouve l'eau, hein. C'est très clair. Mais pour conclure l'ensemble, je pense que la réalité n'est pas telle qu'on nous a décrit du point de vue officiel. Et on découvrira, en tout cas on essaye de découvrir des choses inconnues. Donc d'un côté c'est frustrant, parce que les archives sont inaccessibles, sont disparues, il n'y a pas de réponse. J'ai voulu payer mes mesures à l'Antarctique, payer. J'écris à Dr Bielik, j'écris à Dr Puchko, ce sont des responsables des missions arctiques en Pologne. Aucune réponse. J'écris à l'Institut polaire à Brest, j'ai reçu des réponses, j'ai en ligne. Je proposais du fric, de l'argent. J'avance, mesurez-moi. J'ai eu la secrétaire, Madame Huet, qui était absolument topissime. Elle m'a répondu, Monsieur, c'est pas la France qui décide d'envergure et de destination des expériences en Antarctique. Ça s'est fait quelque part. Donc ça veut dire que quelqu'un, si par exemple vous avez une formation scientifique, vous voulez faire quelque chose en Antarctique, eh ben, c'est pas la France qui décide. Hein. On ne sait pas qui, je ne connais pas de nom, je ne connais personne. Wow, ça veut dire que quoi? J'ai voulu planter un bâton en Antarctique et puis envoyer par des signaux la longueur du moment. Même ça, c'est pas possible, quoi. Tout simplement. On nous parle de l'Antarctique et des réservoirs scientifiques. Moi, je suis quoi? Je suis un boulanger dans cette histoire. Oui, mais je sais que ça fait drôle, mais c'est frustrant. Donc d'un côté, oui, je ressens cette frustration profonde, vraiment. Et d'un côté, je me sens un peu libéré parce que je marche pas dans la combine. C'est à la fois frustrant et libérateur, ce qui me concerne. Mais je ne vais pas vous prendre voilà, émotionnellement, pas vraiment dire que je n'est pas là. Mais chacun qui va aborder le sujet de cette façon-là, vous verrez que des choses se gâtent, se compliquent très profondément, et des choses ne sont pas simples. Donc avant de trancher, terre plate, ronde, vérifiez par vous-même, faites une expérience trigonométrique synchronée, pour arriver à table avec quelque chose de très solide. Hein. Et comme ça, on peut gagner sur la solidité de nos avancées respectives. Hein. Oui. Alors, avant, moi, j'avais une question, pardon. Enfin, après, bien sûr, je me permets. Tu parlais tout à l'heure parce que moi, j'ai entendu parler, donc, suite à l'opération High Jump de l'amiral Byrd, il y avait eu un traité international fin des années 50. Là, tu me parlais des années 10 ou 20. Il y avait déjà eu une décision dans les années 10 ou 20 ou... Non, les opérations de l'amiral Byrd, ils ont eu lieu avant les années 50. Il y en avait plusieurs. Et j'ai toute la documentation concernant, même les trajets qui n'ont été pas publiés. Je ne peux pas vous dire où je trouvais ça, je transmets en mode privé. Le traité international d'exclusion a été signé par 150 pays, c'est ça? Oui, exactement. Fin des années 50, et puis il y avait une autre partie qui s'est faite dans les années 60. Ok, on en reparle. Je passe le micro. Qui? Pardon? C'est vrai que je crois. Moi, ce qui me fait percuter un peu sur ce genre de truc, c'est par exemple si on regarde sur Google, et qu'on cherche nuit étoilée à diaphragme ouvert avec un appareil photo, si on prend des photos, on va dire d'art, où les gens prennent des voitures sur une route qui suit une trajectoire la nuit, si la route elle a des virages, les phares font
la trace des virages Exactement. la nuit. Si on prend Google sur une recherche de nuit étoilée à diaphragme ouvert, on voit une circulaire. Exactement. Alors, comment se fait-il que si on est censé tourner sur nous-mêmes et on est censé tourner autour du Soleil, que les étoiles n'aient pas la même trajectoire? Très bien. Oui. Très bien. Ok. Ouais, ouais. Ok. Alors, il faut avoir que exactement ça, c'est très bien. Merci pour cette précision. Donc, finalement, regardez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut limiter le Soleil? Vas-y, la question d'abord. Si on regarde d'après notre position sur Terre, est-ce qu'on peut corréler tout ce qu'on observe de la Terre? Donc la durée des saisons, les écarts entre les pays nordiques, sudistes, la forme des arcs-en-ciel, est-ce qu'on peut corréler facilement la théorie de la Terre plate avec tous ces phénomènes observés, simplement? Je dis, ça a été fait, je suppose. Donc. On peut trouver ça sur des... Oh, ouais, on peut trouver. Il y a beaucoup d'informations qui sont... Moi, je n'ai pas le temps, je suis passionné par le sujet, mais je maîtrise partout. Hein. Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans chaque sujet. Et voilà. Concernant les constellations, ça c'est super important. Imaginons que le Soleil se trouve ici, ok? Voilà, ok, le Soleil. Ça, on regarde le ciel de ce côté-là, ok? On voit des constellations qui se trouvent ici. C'est très facile. Mais attention, hein, au bout de 6 mois, la Terre se trouve de l'autre côté du Soleil. Ça veut dire que l'observateur la nuit ne peut pas voir cette partie-là. Absolument, il ne peut pas voir. Alors, pour quelle raison, bon Dieu, ça se trouvait ici, quoi. Depuis des années, je me pose la question aux astronomes, etc. Mais explique-moi, mais comment ça, je peux voir ici? Ah, t'as pas compris. Oui, exactement, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. Explique-moi, dessine-moi. Disons, on n'a aucun qui était capable de le faire. Aucun. Et pourtant, les outils, ils en ont aujourd'hui avec Python, on peut faire, GeoGebra, avec Blender, on peut tout modéliser avec tout, etc. En 3 clics, il peut le faire. Oui, regarde. Attention, ça veut dire que les constellations, aujourd'hui, on les voit ici. Au bout de 3 mois, la nuit est ici, ça veut dire que je dois voir une autre part du ciel. Au bout de 6 mois, je suis ici. Après, il n'y a pas de réponse. On vous dit télécharge, comment s'appelle ce logiciel sur téléphone avec le ciel? Ceux qui ne respectent pas cette mouvement tridimensionnel que on pourra faire ici. Tout simplement. Et ça, c'est choquant. C'est tout simplement, c'est choquant, quoi. Et il n'y a pas de réponse. Par contre, si on pose ce genre de questions, t'es débile, t'es platiste, tu ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Quand on pose cette question à des gens, ça les fait coller, quoi. Quand on leur demande mais comment ça se fait que tu vois les mêmes étoiles à un endroit dans le monde et dans l'autre, tu les fais coller, quoi. La question est très légitime. Je suis tous d'accord ici. Comment je peux voir là? Le soleil se trouve de ce côté-là, voilà, éclair, voilà. Éclair, voilà, là, c'est... Je vois une partie du ciel. Voilà, ici. Quand je suis au bout du ciel, ici. Je vois ça. Je vais voir ça. Et cette question-là est très pertinente. Non, tu ne comprends pas. Donc, débat, vous savez que je fuis ce genre de débat parce que ça mène à rien. Toujours des pseudo-débiles sur Internet, des gens qui commencent à s'étudier. Parce que l'échange est cordial 3-4 fois. Et ensuite des insultes. Débile, globiste, une grosse merde, platiste, platardé. Et bon, ça mène à rien. Donc, moi, je suis sorti de ça parce que c'est pas du tout le but d'insulter de quelqu'un. Nous, on collecte des donatures et je pense que
Je pense qu'aujourd'hui, je vous avais donné, tout à l'heure, je vais vous retrouver la réponse de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, parce que ça, c'est le clou, hein. Là, vous verrez. Hein. C'est wow. Hein, vous pouvez photographier, publier, écrire. Vous avez carte blanche de ma part. Vous pouvez citer mon nom, prénom, visage. Il n'y a absolument aucun problème. Juridiquement, je suis inattaquable parce que c'est factuel et aucune loi ne m'interdit de publier des réponses de ces institutions officielles. C'est très clair. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions... Oui, je voudrais intervenir. Oui, je pense que... Pourquoi il n'y a jamais de réponse par rapport à cette histoire de tous les 6 mois? Effectivement, le ciel devrait être différent. Je pense que c'est simplement parce que formatés par le schéma héliocentriste, ils n'ont pas de possibilité de réponse. Ça, c'est clair, net et précis pour moi. Deuxièmement, sans attendre tous les 6 mois, si vous regardez le ciel, et puis qu'on est censé tourner à 1670 km/h sur nous-mêmes, que la Terre tourne autour du Soleil à plus de 108 000 km/h. Exactement. Que la galaxie tourne. J'ai oublié ça, voilà. C'est ce qu'on appelle la résultante de 3 mouvements rotatifs. Donc nous avons mouvement rotatif, de la Terre, voilà, il y en a quelqu'un ici. Nous avons mouvement circulaire autour du Soleil, et nous avons un mouvement spiral, parce qu'apparemment le Soleil travers la galaxie, elle a bien fait sur une vidéo. La résultante d'un observateur qui va enregistrer en time-lapse la vue nocturne des astres est en cercle parfait. Alors là, je tombe dehors, je me suis dit, j'en avais eu cette discussion il y a quelques années avec un physicien, un vrai physicien, et je lui ai dit, si on plante mon téléphone portable ici, qui va tourner, qui va tourner avec la Terre, même doucement, et on va enregistrer pendant 24 heures le plafond, ne me dis pas que mon téléphone va enregistrer des cercles parfaits. C'est possible. Et pourtant, il a dit, ah oui, c'est possible. Ben, je dis, démontre-moi, vas-y. Hein. Et vous avez des gens comme ça sur Internet qui discutent, ensuite ils disparaissent, hein, parce que bien évidemment, ils ne le feront pas. Quoi. Comme la mesure trigonométrique synchronée. Hein. Je vous invite vraiment de le faire. Hein. C'est très fort. La trigonométrie marche toujours. Hein. Toute notre civilisation est basée sur la mesure trigonométrique. Parce qu'elle marche tout simplement. Oui, allez-y. Je pense qu'il est possible d'aller au pôle Nord, mais il n'est pas possible d'aller au pôle Sud. Est-ce que c'est exact? Très bien. Est-ce que nous avons abordé le sujet des détroits de Bering ou pas? Non. Okay. Merci, monsieur. C'est le tour du monde alors, détroit de Bering. Attendez, en live, hein. Je vous branche en live avec le monde entier. Alors, détroit de Bering, c'est bon. Live. Regardez. Là, nous sommes. C'est bon? Où nous sommes? Qu'est-ce que c'est comme carte? Je vous présente en live, en plein live, hein, le mouvement des bateaux au monde entier. Au monde entier, des bateaux. Toutes ces petites-ci, ce sont de plusieurs bateaux, commerce, voilà. On peut agrandir, attendez, je vais me faire un pain, par exemple. On va vers la France. Allez, bon, vive la France. On va vérifier ça. Tout le monde reconnaît la belle France. Voilà. Vous voyez, Bretagne. On va choisir quoi? Voulez-vous choisir Bretagne, Méditerranée? Bretagne. Allez, bon, je vois que... Bon, très bien. Bretagne, regardez. On va faire le golfe des Morbihan, Belle-Île. Allez, regardez. Voilà. Toutes les petites points, ce sont des bateaux qui ont leur nom, qui sont scannés en temps réel. Pas de problème, hein? C'est bien fait, hein? Nous avons un bateau, une balise, on voit des signaux, il y a un code. Voilà, bon, je m'appelle Rosilly, je suis un bateau immatriculé en l'île Oman. Bon, très bien. Tout le monde a compris le principe, hein?
n'importe quel bateau est en obligation d'avoir une balise. Il n'y a pas d'autre possibilité. Surtout les bateaux commerciaux, parce que c'est très dangereux, il faut qu'on sache où elle est. Voilà. Alors, préparez-vous. Préparez-vous. Parce qu'on va se rendre au détroit de Bering. Détroit de Bering, est-ce que vous savez où se trouve le détroit de Bering? Alaska et la Russie. Exactement, voilà. Alors, c'est un détroit qui était découvert par Vitus Bering. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas que je montre le détroit de Bering. Ça m'agace. Ah oui, c'est bon, je suis là. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, nous avons le détroit de Bering. Attendez, je vais vous présenter. Donc, nous avons Alaska, voilà, tout le monde, United States. C'est la Russie, il n'y a pas de problème. Et détroit de Bering. Navigable 6 mois par an. OK? La distance entre Shanghai, vous savez, chaque fois qu'on achète la merde chinoise, excusez-moi l'expression, ça va des portes chinoises, ok? Ça prend l'Indonésie, l'Inde, voilà, Suez, Méditerranée, et on arrive à Amsterdam ou dans d'autres ports européens, etc., pour acheter leurs produits. Bon, la distance, c'est 20 000 km. 13 000 par la route du Nord. 20 000. Oui, 13 000 par la route du Nord. Ça, c'est la théorie. Bien, messieurs. Ah, oui, Alors. c'est un petit but. Et là, nous avons 20 000. Et le carburant, attention, hein. Bateau moyen, c'est entre 500 000 sur ce trajet-là, vu le prix des fuels, c'est ce qu'on appelle pétrole lourd, qui coûterait, pour propulser un grand bateau, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros la facture, hein, pour le plus grand. Et ça veut dire que, aller-retour, allez, bon, en moyenne, c'est 700 000 euros. Et 20 000 kilomètres. Okay. Sauf que, il y a un autre chemin, c'est ce qu'on appelle le passage du Nord. On pourra raccourcir, faire des Shanghai, passer par la mer du Nord, et pas du Nord par exactement, prendre le détroit de Bering, l'île des Diomèdes, il y en a deux, il y en a une qui est du côté russe, l'autre américaine. On contourne la Russie, Scandinavie, on arrive, voilà, 13 000 km. Bon, comment c'est possible? Ah oui, on gagne 6 jours. Hein. Un bateau, c'est environ 700 km, peut-être 800 km par jour. Ok, l'habiter, voilà, en gros. Comment ça se passe que, en temps réel, okay, il n'y a absolument, c'est navigable, hein, absolument aucun bateau commercial ou quelconque bateau qui navigue vers les portes européennes remplies des magnifiques marchandises chinoises. Et moi, ça fait 6 ans que je surveille l'histoire. Alors, okay. Non, moi, je peux rire. Non. Bon, il y a la glace l'hiver. Il y a la glace. Il y a la glace l'hiver. Pardon? Il y a la glace l'hiver. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis constructeur de bateaux de métier. Donc, sachez que il y a 3 croûtes de glace. Vous avez la glace annuelle, okay, qui est très épaisse, hein, même jusqu'à 6 mètres. Ça, vraiment des gros bateaux. Et vous avez la glace périodique, okay, de temps en temps. Et vous avez la glace hivernale, hein, voilà, etc., qui fait environ 2-3 mètres. 2-3 mètres, un brise-glace, moyennant, sans aucun le fait, sans aucun problème. Et surtout que les champions de brise-glace sont les Russes, parce que je pense qu'ils sont en 3 atomiques. Ça veut dire que si, par exemple, nous sommes tous des armateurs, on dit, bah, écoutez, on attend, nous avons la marchandise chinoise en plein hiver, on va tous payer un brise-glace, on va faire un convoi, parce que ça se fait en Russie. Hein. Moi, j'ai une amie qui travaille à Nizhny-Novgorod, elle est russe, elle est dans le commerce, et elle m'avait dit, tout simplement, ils le font de cette façon-là. Pour quelle raison les Russes, pour naviguer dans leur côte qui est gelée, ils le font, et le commerce international qui va vers ce détroit de Bering ne le fait pas?
Il n'y a aucune raison, absolument aucune raison de ne pas faire cette loi. Et là, on parle des périodes hivernales, on ne parle pas de la période d'été, hein. Là c'est navigable, sans aucun problème. Et donc, il n'y a pas d'explication de ne pas utilisation. On gagne du temps, on gagne du fric, on économise le matériel. C'est pas les Américains, si fric, et les Russes en ont besoin ici. Il suffit d'installer des balises et puis prendre du fric au passage. Et il y a encore une autre chose. Vous pouvez vérifier, moi je l'ai trouvé ça dans les archives russes. 7 des 3 Bering n'a pas de statut juridique. N'a pas un statut juridique, vous pouvez vérifier. Il n'y a pas de statut juridique de cet endroit-là. Et pourquoi nous dites qu'elle existe? Je ne sais pas si je peux parler. Allez, vas-y. Je voulais juste rajouter un truc en complément là, par rapport au détroit de Bering. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est Hervé Riboni. Riboni, je connais personnellement. Qui a pointé un problème au niveau des fuseaux horaires. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, et si justement tu as fait des liens avec ça. Hervé, je connais, c'était marin. Hein. On a fait des échanges, il s'est servi Hervé Riboni, c'est un des plus grands français. Hein. Nous avons échangé sur pas mal de choses, et effectivement, nous avons 2 îles, c'est ce qu'on appelle les îles des Diomèdes. Cette île appartient aux Américains, celle-là, elle appartient aux Russes. Il y a distance que c'était, Rafi, c'était 4 km, un truc comme ça, hein. C'est ridicule, quelques kilomètres. Hein. Et vous savez quelle est la différence de temps de fuseau horaire entre les deux? C'est 3 heures. 3 heures. Bien, hein? Bien foutu leur truc. Hein. Et on est bien d'accord que à une certaine distance de la Terre, l'eau appartient à personne. Le milieu de l'eau n'appartient à aucun pays. Oui, oui, exactement. Il y a le droit international, c'est ce qu'on appelle, il y a un accord d'appartenance côtière. Hein. Donc tout ça, c'est stipulé. Mais pas ici. Hein. Il n'y a pas de l'ordre juridique sur le sujet. J'ai cassé mon ordinateur, je n'avais pas toute la documentation que j'ai voulu. J'ai ce document retrouvé en Russie, que j'ai trouvé dans des archives, et qui était traduit, parce que je parle russe, pas couramment, mais je parle russe aussi, et voilà. Et il explique qu'ils n'ont pas fait statut juridique de cet endroit-là, parce que les Américains et les Russes n'arrivaient pas à s'entendre. Waouh! Ça veut dire que quoi? Ils n'arrivaient pas à trancher deux et prendre du fric. Les bateaux qui vont dans l'Europe, vers l'Europe, c'est l'Amérique qui prend, et qui vient de le retour, c'est pour les Russes. Et c'est l'affaire à régler, ou tout simplement ils partagent des frais de fonctionnement, de sécurité. Il suffit d'installer un port de ravitaillement en pétrole et du fric, mais coule à flot, quoi. Et pour quelle raison ils ne l'ont pas fait? Il n'y a aucune raison de non-usage de cet endroit du point de vue commercial. Aucune. Donc merci pour la question, je ne sais pas qui a posé ça. C'est vous, monsieur. Hein. C'est voilà, vous pouvez vérifier, on est en direct. Hein. Ni un chat, quoi. Et autrement, en fait, avant, les deux côtés appartenaient à la Russie. La Russie a vendu l'Alaska aux États-Unis. Oui, l'Alaska, oui, c'était ça, pour quelques millions de dollars à l'époque, mais pas l'île de Diomède. Ils ont partagé, voilà. Cette île américaine, c'est là les Russes. Donc la question, bon, écoutez, on s'éloigne un peu de sujet. Aucunement, ça n'explique pas la Terre plate. Hein. Le sujet n'est même pas là, hein. On s'en fout. Hein. Mais on nous représente la vérité comme quelque chose qui... Je ne comprends pas. Comment on peut nous, comment vous dire, obliger de suivre certaines logiques commerciales et l'appliquer dans un endroit. Regardez, hein, c'est bien, hein, du fric qui coule. Regardez la quantité de bateaux dans cet endroit-là. Non, bah, Suez, par exemple. Il y a du fric qui coule, hein. Chaque jour, hein. Ça, les Américains n'en profitent pas. Les Russes n'en profitent pas. Ils sont les deux à partager le gâteau. Ils n'en profitent pas, c'est le flux. Regardez, c'est un flux, mais gigantesque, qui va vers l'Europe. Regardez. Tout ça, c'est vers l'Europe. Non, rien, je n'ai pas besoin.
Oui, mais en fait, c'est les mêmes qui nous disent que le détroit de Bering, il est ouvert. Les mêmes. Exactement. Alors, moi, j'ai voulu vérifier, retrouver les capitaines et retrouver parce que bon, n'importe quel site on peut faire, on peut dire ce qu'on veut. J'ai voulu retrouver des bateaux, leur traçabilité, leur trajet, de retrouver historiquement le passage qui était affirmé publié sur le cyberespace. Et ben, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. J'ai des amis qui sont. Pourquoi ils nous donnent l'information comme quoi le Bering, on peut passer, alors qu'il n'y a personne qui passe? C'est les mêmes qui. C'est pas parce qu'on écrit quelque chose que c'est vrai, voilà. Mais en temps réel, non, il n'y a aucun bateau. Moi, en tout cas, en 6 ans, je n'ai jamais vu. Ça fait 6 ans que je surveille l'affaire, donc peut-être vous, ça vous arrivera, mais bon, on devait avoir ça, quoi. Ça, je dis que quoi. Écoutez, est-ce que vous avez vu quelqu'un partir de Paris pour arriver à Marseille via Bordeaux? Moi, non, hein. Ben, c'est le cas. Oui, Valérie, tu nous as donné plein de bonnes raisons pour nous dire que la Terre n'était pas ronde. Par contre, qu'est-ce qui fait que tu définis comme platiste? Comme platiste. Moi, je suis convaincu que la Terre, elle est plate. Par contre, j'affirme que je suis très vigilant au niveau des phénomènes qu'on ne comprend pas. Nous n'avons pas assez de données qui sont techniques, qui sont absolument confirmées. Je pense qu'il y a des phénomènes, surtout les phénomènes optiques, tout simplement qu'on ne comprend pas. Tout de suite, je vais vous publier, parce que c'était la réfraction atmosphérique, les globistes, c'était toujours c'est la réfraction, c'est la réfraction, c'est la réfraction, débile platiste, tu ne comprends pas la réfraction. Très bien. Et ben, je suis allé sur. Moi, je peux manipuler des formules, ça ne me dérange pas. Je suis allé sur CNRS. J'ai téléchargé la dernière publication française, officielle, concernant la réfraction atmosphérique, publiée par Lou Trivailler et notre professeur dans le domaine. Tout de suite, on va la mitrailler. Vous verrez la page numéro 5 de la publication. Qu'est-ce qu'ils disent sur les autres? Oui, on va nous faire tout de suite. Hein. Comment la science nous prend pour des débiles, quoi. Débiles, hein. Ce sont des gens de plus haut niveau. Ce ne sont pas des doctorats, c'est pas un niveau doctorat. Hein. Ce sont des professeurs avec un stage de 20 ans dans l'enseignement, dans l'étude. Ce ne sont pas des petits voilà, doctorats merdeux qui a son titre et puis qui essaye de nous défrimer un petit peu. Donc on va parler sur les réfractions. Merci beaucoup pour la question parce que ça me donne le sujet des platistes. En tout cas, moi je me considère en tant que platiste, mais quelqu'un qui ne comprend énormément de choses. Et j'essaie de retrouver dans mes recherches, ce qu'on appelle la régularité statistique. Et la régularité statistique, c'est une première part pour avoir une preuve bien métayée, bien solide. Si nous n'avons pas ça, c'est l'interprétatif. Oui, j'en ai fait une fois, mais bon, il faut faire 10 fois, 100 fois, 300 fois, 1000 fois. Et tout le monde puisse avoir le même résultat quelque part. Quelle que soit nos différences, hein, je ne vais pas m'opposer aux globistes. Hein, le sujet n'est pas même là. Je peux intervenir 2 secondes? Pardon? Je pourrais intervenir 2 secondes? Allez-y. Je pense qu'il y a une première question qui peut se poser pour savoir pourquoi on serait enclin à penser que la Terre est plate. C'est qu'on sait que, qu'on soit globaliste ou pas, on sait que la grande majorité de la surface terrestre est recouverte d'eau et que l'eau, elle se bombe pas. Ça, vous pouvez le vérifier tous les jours par vous-même. L'eau prend toujours une position horizontale. Point. Donc, elle peut être que plate. Ça, c'est la première argumentation, je pense. Voilà, j'en ai un phénomène. Voilà, la publication. Pardon, allez-y. Alors, voilà, là, nous avons parce que pas mal des globistes comme ça m'énervaient. Moi, je dis, oui, ben, la science. Très bien, ok. L'Institut de France, Académie des sciences, compte rendu physique. Hein, plus haut, il y en a pas. Hein. Là, c'est mon sommet de. Ça, c'est, comme il a dit. C'est vrai, c'est le soleil. Voilà, non, mais ça. Là, c'est bon, on ne discute pas. Là, c'est la Bible du savoir, ok?
l'autre est vert, phénomène de réfraction atmosphérique terrestre, la publication. J'ai voulu avoir, pas un truc obsolète, j'ai voulu avoir un truc assez récent. J'ai pas un truc de plus récent, voilà, mis en ligne, voilà. Bon. Ça y est, c'est bon. L'interprète termine, ils vont nous mitrailler. C'est ce qu'on va faire. Je passe les formules. Je vous vivement conseille de prendre des photos et de télécharger cette étude, c'est en PDF, c'est gratuit. On va aller sur la page numéro 5, chers amis. Bon, ce sont les formules, ça c'est... Voilà. Ça ne nous intéresse pas, parce que vous verrez comment... Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux vous présenter. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourra lire? Parce qu'avec mon français, ça ne va pas être très compréhensible. Alors. Voilà. À partir d'ici, allez-y. Si quelqu'un peut prendre le micro et lire, allez-y. Ou je vais faire moi-même avec mon français. Là. La dernière partie traite des effets qui peuvent se produire avec une fonction des transferts monotones sans singularité, donnant donc une image unique, mais notablement différente d'image standard. Précisons que cette classification ne saurait être extensive. La compréhension actuelle des phénomènes de réfraction atmosphérique reste... Attendez, je rêve. On nous représente ça comme une preuve scientifique de la visibilité des objets qui apparaissent derrière l'horizon et de plus en moins limites. Voilà, par exemple. Échappant à l'analyse théorique précise. Il y a des photos, hein. La science. Ah, hein, bien. Et des observations déroutantes témoignant des cas mystérieux. Tiens, la science, maintenant, ça s'occupe des mystères. Ah, bravo. Valdec, je C'est peut-être... le mystère, je vois le mystère. Tire ton doctorat. Expliquez-nous, monsieur le professeur. Mystère. Science. Valdec, il faudrait peut-être que tu montres ce que c'est que le phénomène de réfraction, parce que les gens ne savent peut-être pas de quoi tu parles ici. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. Tout ça bien. Alors, voilà.